Design des mondes forestiers, les 6 étudiants en résidence au Moulin d'Eschviller ont dévoilé leur première réflexion. La présentation s'est déroulée à Schweyen autour de 3 thématiques: travailler la forêt, les espaces et pratiques communes et l'imaginaire. L'inclusion scolaire systématique au cœur d'un débat public organisé à Sarreguemines par le syndicat FO et la Fédération des parents d'élèves de Moselle. Parents, accompagnants d'élèves en situation de handicap et professionnels de l'éducation ont témoigné. Les métiers de la santé et de l'aide à la personne recrutent à tour de bras. Un forum des métiers du soin et de l'accompagnement a été organisé à Bitche par la région Grand Est et le lycée Tessier. Réservé aux scolaires le matin, il était ouvert au grand public l'après-midi. L'occasion de rencontrer des professionnels et de découvrir des formations. Des techniciens réseau en partance pour Mayotte. Pendant 3 semaines, 22 métropolitains, dont 9 Messins, vont aider à rétablir l'électricité coupée depuis le passage du cyclone Chido. Gros calendrier culturel pour la communauté de communes du Pays de Bitche. La CCPB a dévoilé sa programmation des prochains mois. Didier Barbelivien donnera le ton le 1er février. Parmi les spectacles proposés dans les prochains mois, de la musique, du théâtre en plate et des événements autour de la mémoire. Spectacles, ateliers et animations pour le très jeune public à la médiathèque communautaire de Sarreguemines et dans le réseau des bibliothèques. Mon tout premier festival s'adresse au bout de chou de la naissance à 6 ans. Un programme varié jusqu'au 8 février. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le mois de janvier, c'est l'occasion de faire le point sur les gros dossiers. Aujourd'hui, le président du SIDEM, le syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est, est face à l'objectif. Roland Roth répondra tout à l'heure aux questions de Francis Hoffman. Une interview à découvrir donc tout à l'heure. On commence avec l'actu du secteur. Depuis 4 mois, 6 jeunes de l'École nationale supérieure des arts décoratifs sont en résidence au Moulin d'Eschviller. Ils viennent de présenter le résultat de leur première recherche et piste de réflexion sur le monde forestier et la filière bois. À la salle communale de Schweyen était exposé leur travail le temps d'une après-midi d'explication. Reportage d'Emilia Zell. Dans cette salle de Schweyen sont réunis l'équivalent de 4 mois de recherche et de réflexion. Donc, on a tout d'abord commencé ces 4 mois par une semaine d'arpentage intensif et suivi d'une première restitution où nous avons eu la présence de la ministre qui est venue nous voir. Les architectes, paysagistes et designers de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, participant au projet de design des mondes forestiers, ont dressé un bilan intermédiaire de leur réflexion. Pour obtenir des informations, les jeunes ont réalisé de nombreux ateliers dans des villages et des écoles. Ils ont identifié 3 thématiques de travail: travailler la forêt, les espaces et pratiques communes et l'imaginaire. La première, c'est plutôt autour de travailler la forêt, de l'enjeu de la gestion forestière, de la graine jusqu'à la dernière transformation au meuble fini de la forêt. Cette thématique des communs, ça fait référence à notre manière d'habiter dans le pays découvert, de nos rencontres aussi. Un constat qui est qu'il y a beaucoup de pratiques communes et de choses qui se font entre les habitants et dans le foyer familial. De par les ateliers que l'on a réalisés, on a rapidement constaté que les imaginaires sont vite construits par des archétypes ou par des choses du quotidien que l'on ne voit plus ou qu'on ne prête plus attention. Donc on souhaite mettre un accent tout particulier sur les imaginaires pour en éveiller d'autres, déporter le regard sur des choses plus discrètes que l'on ne voit plus. Parmi les pistes de solutions évoquées, il y a notamment le développement d'une banque de données de graines d'essences forestières, la création d'un lieu de formation et de démonstration de création de beaux objets en bois pour inciter les jeunes à s'intéresser à la filière bois, ou encore la valorisation des déchets de l'industrie bois. L'après-midi s'est achevé avec une petite conférence sur un autre projet forestier porté par des designers. L'inclusion scolaire systématique fait débat. Le syndicat Force ouvrière a organisé hier soir à Sarreguemines sa première réunion publique à ce sujet. Parents, accompagnants d'élèves en situation de handicap et professionnels de l'éducation sont venus témoigner à la maison de quartier Rive Droite. Camille Henriot a assisté au débat.
se bat pour avoir une orthophoniste, on se bat pour avoir une psychomotricienne, on se bat pour avoir un pédopsychiatre, pour avoir un neuropédiatre, tout est sur liste d'attente. Manque de moyens dans les établissements médico-sociaux, galère pour trouver une AESH ou un professionnel de santé. Plusieurs points sensibles ont été évoqués lors du premier débat public sur l'inclusion scolaire systématique. Exemple avec cette maman qui recherche désespérément une AESH individuelle pour sa fille de 6 ans. Elle a été diagnostiquée trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Alors ça fait 3 ans que je fais des demandes à la MDPH pour une AESH individuelle, parce que c'est ce qu'il lui faut, c'est ce que les psychologues scolaires disent, les maîtresses disent la même chose. En fait, tous les professionnels qui suivent Alba disent la même chose, ont le même discours pour elle, et on n'a toujours pas d'AESH individuelle en fait. Et donc elle a dû refaire sa grande section parce qu'elle n'avait pas d'AESH individuelle, donc c'était impossible de faire un CP ordinaire pour elle. Une AESH a justement pris la parole pour parler de la dégradation de ses conditions de travail ces dernières années. Cette année, en septembre, on m'a donné 3-4 élèves différents dans 3-4 établissements différents. Donc je vais 1 heure dans un établissement, 1 heure dans un autre, l'après-midi dans un autre, à 13h30, enfin 15h30 dans un autre. En plus, les élèves sont de plus en plus difficiles, ils mordent, ils tapent. Alors du coup, des fois, on est un peu isolé à côté pour soulager l'instit et puis la classe d'à côté. C'est vraiment pas facile. Cette mutualisation des AESH décrit ici, c'est un problème souligné par plusieurs parents d'élèves, surtout lorsqu'il s'agit d'intégrer des enfants dans une classe ordinaire. On a des notifications de la MDPH pour des AESH mutualisées, individualisées en fait, et finalement on les a pas toujours, ou alors on les a en mutualisé, donc nos enfants les partagent avec d'autres enfants, et c'est pas du tout suffisant et pas du tout adapté en fait à l'évolution de nos enfants en fait dans le milieu scolaire. Selon la Fédération des parents d'élèves de Moselle, actuellement, cette inclusion scolaire systématique ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. On a du mal à avoir toutes les AESH qu'il faudrait. Manque de moyens aussi pour aider les parents à faire les démarches, parce que c'est très compliqué pour les parents de faire les démarches. Donc il n'y a pas assez de médecins, pas assez d'infirmières dans les établissements. Donc justement pour mettre en place tout ce qui est protocole et tout ça. Donc là, nous, c'est les manques de moyens. Beaucoup de manque de moyens, et c'est ce qu'on ressent beaucoup les parents. Et ils ne sont pas accompagnés. Selon lui, les postes vacants seraient en grande partie dus aux mauvaises conditions de travail et salariales du métier d'AESH. Aujourd'hui, une AESH, on considère qu'elle n'est pas à temps plein parce qu'elle ne fait pas 35 heures par semaine. Elle est limitée par les horaires de classe, évidemment. Et elle gagne 800 à 900 euros par mois. Donc on comprend bien qu'on a du mal à trouver des gens qui ont envie de travailler pour 800 à 900 euros par mois. Je sais qu'il y a quelques semaines, on en était encore à 10 postes vacants en Moselle, notamment sur le côté de Thionville. La proximité du Luxembourg, évidemment, explique beaucoup de choses. Le syndicat, en partenariat avec la SCPE, souhaite maintenant faire remonter ses inquiétudes auprès des pouvoirs publics pour faire avancer les choses sur l'inclusion scolaire systématique. Et si c'était pour vous, la région Grand Est et le lycée Tessier organisaient à l'espace Cassin de Beach un forum des métiers du soin et de l'aide à la personne. Cette manifestation s'adressait à tous. C'était l'occasion de se renseigner et d'échanger avec des professionnels sur des métiers qui recrutent. L'organisatrice a répondu aux questions d'Emilie Azel et Noah Nkouka. Le but, c'est de valoriser les métiers, toute une filière des métiers du soin et de l'accompagnement, mais aussi de valoriser toutes les formations, que ce soit des formations scolaires et continues. On a vraiment plus d'une quinzaine de métiers qui sont vraiment très représentés par rapport aux organismes de formation, mais vous avez par exemple aussi justement des infirmiers qui sont présents, un infirmier qui est présent, qui est là, qui travaille au sein de la communauté de commune de Beach. Vous avez des aides-soignants qui sont présents pour parler des métiers. L'idée, c'est de pouvoir parler avec des professionnels et de pouvoir justement s'entretenir avec eux des conditions d'exercice, des formations. Et tous ces métiers-là permettent des évolutions tout au long de la vie. Et c'est ça qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'aujourd'hui, on peut peut-être se former d'aide à domicile, peut-être par la suite devenir aide-soignant, et d'aide-soignant passer infirmier, et pourquoi pas demain être accompagnant éducatif et social. Des métiers qui ne sont pas toujours connus et qui ont pourtant des opportunités sur le secteur et auprès de publics variés, que ce soit des personnes dépendantes, puisqu'on parle là de maisons de retraite, mais c'est aussi dans des personnes, on travaille avec le handicap, mais aussi on travaille avec des personnes qui sont à domicile et qui peuvent, qui sont dépendants. Voilà.
Après le cyclone, place à la reconstruction. Pour aider Mayotte, 22 personnes travaillant en métropole dans la gestion des réseaux d'électricité sont parties sur place cette semaine. Parmi eux, 9 Messins de Reseda qui évoluent sur site pendant 3 semaines. Martin Puech et Mathéo Philippe les ont rencontrés quelques heures avant leur départ. Un engagement solidaire. Ces 9 agents gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité s'envolent pour Mayotte et tous sont volontaires. Moi j'y vais parce que j'ai un âge où j'ai encore envie de faire des choses et puis de m'éprouver un peu, donc c'est l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent. Ici on tombe vite dans la routine, on a un réseau qui est relativement fiable, on a des méthodes de travail qui sont bien rodées. Et c'est à Petite Terre, la seconde île de Mayotte, que l'équipe travaillera dans les 2 villes de Dzaoudzi et Pamandzi notamment. On est basé ici, on travaille ici, on va dormir à la centrale de Badamier qui est la centrale thermique ici, qui est sécurisée. Donc ils seront basés là et ils ont l'ensemble de l'île sur lequel ils vont bosser. Donc je disais 29 000 habitants, ça doit faire à peu près 10 000 clients, donc 10% à peu près encore à réalimenter. Pour rétablir l'électricité, tout le matériel nécessaire est emporté, soit 4 sacs de 23 kilos. Et j'avoue que c'est un peu la découverte, on verra sur place. On voit des photos, on voit des vidéos, on voit des choses. J'ai eu des gens de Strasbourg au téléphone, ils m'ont dit que c'était compliqué de travailler. Il fait très chaud, il fait très humide, donc c'est des conditions qui sont extrêmes. Et pour faire face à ces difficultés d'ampleur, un ciblage bien précis des agents a été réalisé. Il fallait que ce soit des gens qui soient déjà partis en Bretagne, parce qu'ils avaient l'expérience de la tempête Ciarán et de la Cantrésie 2012, en tout cas de la réalimentation suite à ces tempêtes. Il fallait que ce soit des exploitants, parce que dans l'habitude des dépannages et des tempêtes, il fallait des gens qui ont une certaine expérience professionnelle pour pouvoir faire face à des situations qui vont être pas habituelles. Sur cette île, avec beaucoup de réseaux basse tension, plus de 500 branchements sont encore à relever. Une mission que devront réaliser les agents en 3 semaines. Pour nous, direction le Pays de Bitche, de février à juin, il y aura le choix parmi une large variété d'événements pour se distraire et pour apprendre. La communauté de communes vient de dévoiler tout son programme culturel pour la première moitié de l'année. Une grande partie des événements seront gratuits ou au prix de 10 €, 7 € en tarif réduit. Un seul concert sera au tarif de 37 €. Exemple de variété des spectacles dans ce reportage d'Emilia Zell. La saison culturelle du premier semestre 2025 sera très variée dans le Beacherland avec une quinzaine d'événements. Musique, spectacle, théâtre, événements autour de la mémoire, festivals divers et danse. Les temps forts, c'est les 80 ans. Les temps forts, c'est des programmations spécifiques à destination des jeunes, avec une ambition aussi d'avoir une offre qui soit itinérante pour aller au plus près des territoires, dans des espaces particuliers. Il y a un moment qui se fera à la fois à la médiathèque, qui se fera dans l'ancien tribunal, permettre à des lieux avec une âme particulière d'être cet espace dans lequel on raconte une histoire qui est en résonance. Voilà, et puis on profite évidemment de tous ces équipements communautaires pour raconter, pour divertir, pour rassembler et pour faire partager. C'est le concert de Didier Barbelivien qui ouvrira le bal le 1er février à 20h30 à l'Espace Cassin. Cette année, la CCPB veut mettre en avant le patrimoine linguistique avec un week-end entier dédié aux plates. Les 21, 22 et 23 février auront lieu à la Halle Verrière un concert et des pièces de théâtre par les troupes de Sirstal et Volminster. Monsieur le Président vous l'a annoncé, c'est comme l'année dernière, les recettes de ces représentations seront reversées à des associations caritatives, Caritas, les bulles multicolores et Laura les couleurs de la vie. Les scolaires pourront également assister à un spectacle bilingue plate-français le 28 février. Pour célébrer les 80 ans de la libération du Pays de Bitche, le chœur de l'armée française donnera un concert le 2 mars et le 16 mars, le conseil départemental organise un concert de l'orchestre symphonique de la région Grand Est et une projection d'un documentaire. Laurent Deutsch sera dans le Pays de Bitche pour présenter son spectacle romanesque le 9 mars, mais il sera surtout présent pour la conférence historique du 8 mars.
Alors on a souhaité vraiment avoir quelqu'un qui soit très grand public sur une thématique historique et Laurent Deutsch actuellement fait partie de ces grands vulgarisateurs de l'histoire. On le voit sur différentes chaînes, on l'entend à la radio. On est sur une période historique importante et il nous a semblé intéressant de resituer complètement le contexte au niveau national. Pour découvrir les détails de toutes les dates, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la communauté de communes. Le très jeune public a aussi droit à son festival. Pour la 11e fois, la médiathèque communautaire de Sarreguemines organise mon tout premier festival. Il a débuté le 21 janvier et propose aux tout petits de 0 à 6 ans de découvrir la culture à travers les arts vivants, la lecture et d'autres animations. Retour en images sur l'un des événements avec Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Marie-Michel fait partie de la compagnie Mosca. Illustratrice de formation, le rapport à l'image, elle le connaît. Ici, elle prépare la représentation du spectacle Brigande qui fait place à la magie du théâtre de papier. Sa troupe est spécialisée dans les spectacles jeunesse. J'aime les 4, 5, 6 ans où les enfants sont pas du tout formatés, où n'ont pas du tout envie d'être comme on devrait être. Mais ils ont ce côté très très spontané que j'aime, que j'ai toujours aimé et je trouve qu'on peut vraiment être dans le jeu, on peut être dans le ludique, dans l'amusement. Il y a une forme de liberté. À la fin de la journée, aux abords de la route, les 3 brigandes attendent, chacune armée d'instruments. Un spectacle familial dans l'univers de Tommy Ungerer qui mêle les techniques du kamishibai et du pop-up. Les armes dans l'histoire deviennent des outils de dessin. Cette représentation entre dans le cadre de mon tout premier festival organisé par la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Durant un mois, de multiples animations, ateliers, spectacles, lectures ou encore expositions sont proposés pour la petite enfance. La médiathèque, je pense, qu'est le premier lieu culturel où l'enfant a accès au spectacle vivant. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on propose aussi la découverte de compagnies qui travaillent vers le jeune public. Et puis, de continuer un peu ce rapport qu'ils ont au livre. Donc, ça commence souvent dans le milieu familial. La programmation complète de cette 11e édition est à retrouver sur le site de la médiathèque. Toutes les animations sont gratuites. Le festival se déroulera jusqu'au 8 février. Dans un instant, focus sur le CIDEM, l'heure du bilan et des nouveaux objectifs. L'interview de son président Roland Roth est à découvrir juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, le ciel sera une nouvelle fois nuageux pour toute la journée de demain. Quelques averses localisées sont attendues mais devraient rester anecdotiques. Côté température, on restera largement au-dessus de la barre des 0 degrés avec 3 à 4 degrés pour les minimales et 7 à 8 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les François et il fera jour de 8h11 à 17h15. Passez tous encore une belle journée et à demain. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Retrouvez Didier Barbelivien en concert à l'espace Cassin de Beach, samedi 1er février à 20h30. Réservez vos places sur www.product-son.fr ou auprès des points de vente habituels. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir.
Une nouvelle aventure en immersion vous attend. Cette semaine, je vais à la rencontre de Gwendoline Stoll, vitrailliste à Götzenbrück. Meilleure apprentie de France en 2022, elle vient d'ouvrir son propre atelier. Dans ma famille, ils étaient toujours un peu dans le verre et ma mère est vitrailliste depuis 20-25 ans et donc depuis petite, je l'accompagnais au travail et elle me racontait, donc j'ai toujours été un peu passionnée par ça. Ça, c'est des étapes, on pourrait penser que c'est hyper simple, mais en fait, même là, il faut être hyper minutieux. Pour découvrir son univers, rendez-vous ce vendredi sur Mosaïque Cristal. Bonne nouvelle, en ce début d'année, le CIDEM a enfin les comptes à l'équilibre. Un long travail a été mené ces dernières années. De nouveaux défis attendent le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. On fait le point avec son président, Roland Roth. Face à l'objectif, Roland Roth, président du CIDEM, alors le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est. Bonjour. Bonjour Francis. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par resituer peut-être le domaine d'intervention du CIDEM et ses principales missions. C'est très utile. Oui. C'est très utile effectivement puisque la population ne voit pas forcément la différence, effectivement. Donc le CIDEM s'occupe du transport et du traitement des déchets ménagers. Alors transport, cela signifie que ces déchets sont récupérés à un endroit, après avoir été collectés par les intercommunalités et sont ramenés ensuite au centre de tri et puis à la fin donc au centre de traitement qui sont destinés à chaque produit qui est ramassé. Donc deux compétences différentes. Les intercommunalités ramassent les déchets, collectent, et puis le CIDEM s'occupe du transport vers les grands centres et du traitement de ces mêmes déchets. Et sur combien de collectivités ? Alors, ça représente en population, parce que c'est assez significatif, 360 000 habitants. Donc, c'est un espace énorme. Alors, le nombre de collectivités, je risque de me tromper, mais il y a par contre 10 intercommunalités qui font partie de ce CIDEM. Oui. Vous avez repris la présidence du CIDEM alors qu'il était dans une situation extrêmement compliquée en termes d'endettement. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé? C'est une question que beaucoup se sont posées. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce qu'on appelait à l'époque dans cette galère? Oui. Bon, la situation était assez dramatique à l'époque. Nous savons que la situation financière notamment était désastreuse et après la démission donc de mon prédécesseur, il fallait trouver une solution. Et nous n'avons pas trouvé beaucoup de candidats. Donc, leader naturel, ça a été vous. Et puis, bon, à force de faire des recherches à droite et à gauche, d'avoir des contacts avec les uns et les autres, je me suis aperçu que ce serait difficile de trouver quelqu'un qui puisse se lancer dans cette opération. Et puis, allez, je l'ai considéré à un moment comme un challenge. Je me suis dit, pourquoi pas, le CIDEM existe, le périmètre est grand, on a besoin de ce service sur ce territoire, donc essayons de le faire fonctionner dans de meilleures conditions. Alors un challenge relevé, on va dire. Le CIDEM a aujourd'hui retrouvé un équilibre dans son fonctionnement, mais garde cependant quand même une dette relativement importante. Ça veut dire que l'équilibre de fonctionnement, ça veut dire que vous arrivez à rembourser la dette et en même temps que vous avez peut-être une petite capacité d'investissement. En tout cas, vous payez le fonctionnement. Alors, est-ce qu'il reste réellement de la marge pour investir ?
Mais bon, je crois qu'on peut répondre assez précisément sur la base de 2024 d'ailleurs, l'année qui vient de se terminer et qui sera probablement à inscrire en grandes lettres dans l'histoire du CIDEM, puisque c'est en 2024 que nous avons réussi réellement à retrouver cet équilibre. Cet équilibre qui s'était déjà annoncé en 2023. Le compte administratif s'est terminé par un excédent de 6 millions d'euros. Excédent de 6 millions d'euros, un excédent que le CIDEM n'a pas vu depuis une éternité. Et cet excédent nous a permis déjà de financer des investissements en 2024. Donc plutôt investir que de rembourser la dette par anticipation. Mais oui, parce que de toute façon, il n'est pas toujours intéressant de rembourser la dette par anticipation. Nous avons renégocié toutes les dettes, c'était l'une de nos premières actions à notre arrivée. Mais nous avons bien entendu remboursé nos dettes en même temps que nous avons investi. Ce qui signifie que nous sommes capables de rembourser ces dettes au travers de notre budget. Alors c'est quoi la grande stratégie d'investissement pour le futur? Les grands dossiers prévus? Bon, je crois qu'il faut voir notre action en deux parties. Et je l'ai dit clairement à mon arrivée. Mon objectif numéro 1, c'est de rétablir la situation financière. Aujourd'hui, c'est chose faite et j'en suis particulièrement heureux. D'ailleurs, reconnu également par la Chambre régionale des comptes, qui l'année dernière aussi, c'est pour ça que je disais que 2024 est une année particulière, qui a dit clairement que les objectifs étaient atteints et que le suivi allait s'arrêter. Et puis nous entrons en 2025 dans une autre phase, celle qui concerne plutôt nos équipements. Puisque quand on est serré en matière de bourse, on a du mal à entretenir les équipements et on a aussi du mal à les faire évoluer là où ils doivent évoluer. Parce que, ça n'a rien de statique, il faut qu'on suive en permanence l'évolution. Donc, c'est cette phase-là qui va démarrer très rapidement, puisque dans le cadre du premier trimestre déjà, je vais proposer à notre Assemblée de faire des choix. Donc, nos services du CIDEM ont travaillé sur l'avenir du CIDEM. Nous avons appelé ça CIDEM 2030. Avec un certain nombre d'options possibles, avec un certain nombre de changements qui pourraient être proposés pour être plus efficaces, parce que là où le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes n'avait pas tort, c'est que ces équipements commencent à être vétustes et leur efficacité n'est plus ce qu'elle devrait être. Donc voilà. Donc nous avons comme premier objectif, et d'ailleurs le marché est déjà attribué, de rénover ce qu'on appelle le digesteur 2 de Métavalor, qui nécessite un entretien approfondi, donc autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ce sont des opérations qui sont coûteuses. Donc ça va démarrer. Ensuite, il reste la question du méthaniseur de Sarreguemines, pour lequel nous n'avons pas pris de décision jusqu'ici. Décision qui demande réflexion, c'est un équipement qui existe, mais
est-il suffisamment efficace? C'est un bel exemple ici pour pouvoir être sauvegardé et pour qu'il puisse continuer à remplir une mission utile. Parce que notre objectif, c'est d'avoir des équipements qui fonctionnent, qui sont efficaces dans la production notamment de gaz, et puis qui ne coûtent pas trop cher, puisque notre souci permanent est de rester dans des valeurs qui soient acceptables pour tout le monde. Alors globalement, les collectivités, dont celle de l'agglo de Sarreguemines, ont opté pour les bornes de tri. Elles n'y étaient pas obligées, c'est le choix qu'elles ont fait. Alors cela a fait l'objet de nombreuses critiques à un moment. Est-ce que globalement, de ce côté-là, la situation s'est calmée ? Bon, je pense que oui. Un certain nombre d'habitudes ont été prises parce que bon, quand on provoque un changement de ce type, il y a toujours ce temps qui permet aux gens de s'accoutumer aux pratiques. Donc oui, nous avions à un moment des problèmes disons, qui était plutôt désagréable au niveau de la ville de Sarreguemines, avec de nombreux dépôts autour des conteneurs. C'est plus de l'incivilité souvent qu'autre chose. Donc ça s'est calmé, même si le problème n'est pas totalement résolu à ce jour. Par contre, au niveau des statistiques, puisque c'était notre objectif au départ, c'est d'améliorer le tri, puisque nous étions dans une situation qui était intolérable. Un sac orange sur deux était mal trié et partait donc au refus de tri en coûtant extrêmement cher. D'ailleurs plus qu'un sac sur deux. Aujourd'hui, graduellement, nous progressions dans la qualité de notre tri et c'est lié notamment au procédé de collecte. J'imagine qu'il reste encore une belle marge de progrès. Est-ce que les habitants ne prennent pas peut-être encore suffisamment le chemin vers ces conteneurs ? C'est ça. Pour peut-être le sac bleu, oui, par facilité. Par facilité, donc, il y a sans doute encore de belles actions à mener pour améliorer la situation. Tout à fait, oui. Et comment on peut les inciter à faire mieux ? Je pense qu'il faut déjà leur démontrer que la qualité du tri se répercute sur la partie financière, sur ce qu'ils ont à payer. Alors, il est vrai qu'on peut s'interroger en tant que consommateur, parce qu'on trie, on fait des efforts, et malgré tout, on voit à un moment ou à un autre sa facture augmenter. Il faut savoir aussi que le SIDEM subit l'évolution des coûts et l'évolution à la hausse comme tout un chacun, comme un particulier, et que nous sommes obligés de répercuter ces augmentations sur la facture, tout en sachant que en 2024, nous avons baissé la participation de l'habitant par habitant. Ce n'était rien de spectaculaire au niveau de l'impact sur la facture du particulier. Pour nous, par contre, c'était très symbolique et c'était une façon d'être récompensé par rapport au travail qui a été réalisé. Et nous avons déjà décidé, ça date du mois de décembre dernier, de ne pas augmenter la contribution par habitant en 2025 et de ne pas augmenter la contribution des collectivités pour 2025. Donc il n'y aura pas un euro d'augmentation provenant du SIDEM pour 2025. Bon, on va quand même expliquer un tout petit peu. Donc, quand arrive notre taxe foncière, on a une colonne ordures ménagères, donc ce n'est pas une facture qu'on reçoit à la maison, donc c'est une taxe.
Dans ce prélèvement, il y a bien les deux parties. Donc il y a la partie qui va être, on va dire, véhiculée vers le SIDEM et l'autre partie qui va être véhiculée, les autres recettes vont être véhiculées vers les collectivités. À l'heure actuelle, quelle est en pourcentage la balance, elle est comment entre collectivités, c'est-à-dire la collecte et le traitement? Par exemple, si je paye 200 €, par exemple, comment se situe la répartition? Difficile à évaluer. Ça dépend de la façon dont les intercos, par exemple, collectent les déchets, puisque les collectes sont plus ou moins coûteuses suivant la pratique. Et ensuite, ce n'est pas le même travail. Enfin, c'est un calcul difficile à faire, donc la comparaison est compliquée. Donc oui, ouais. Elle est compliquée. Il faut simplement que les gens sachent que finalement, en taxes par exemple, c'est la collectivité qui collecte, qui fixe les taux. Donc c'est cette assemblée-là pour pouvoir apporter sa contribution au SIDEM. Donc c'est elle qui encaisse finalement, c'est elle après qui redistribue au SIDEM. Okay. Voilà. Donc cette redistribution, c'est ce que je disais avant, ne bougera pas en 2025 par rapport à 2024. Maintenant, si la collectivité a des soucis de financement de sa collecte, ça ne l'empêche pas d'augmenter pour pouvoir répondre à cette demande-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, on a compris que sur le secteur de Sarreguemines, ça ne changera pas. Ni le SIDEM va augmenter, ni la collectivité. C'est ça. Très bien, on est arrivé au terme de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit. Sinon, il y a peut-être un message à adresser à la population. Vous pouvez faire regard caméra. Oui. Donc, je m'adresse à l'ensemble des usagers de notre SIDEM. On en parlait avant, donc 360 000 habitants, c'est un espace énorme. C'est d'ailleurs la plus grosse structure du département aujourd'hui. Avec des partenaires autour de nous qui sont en train d'ailleurs de se rapprocher, ce qui est une excellente nouvelle. Donc je voudrais tout simplement présenter mes vœux à ces usagers qui, je le comprends, se posent des questions régulièrement quant au fonctionnement du SIDEM. Il faut qu'ils sachent que le SIDEM actuellement se porte bien et nous serons très vigilants pour que cela continue. Quand je dis il se porte bien, c'est par rapport à une situation qui était très nettement dégradée et nous allons être amenés à revoir notre façon de fonctionner. C'est notre mission pour 2025. J'espère que ces usagers vont suivre cette réflexion. Il faudra leur apporter les informations utiles et nécessaires pour qu'ils puissent se faire une idée. Et puis, globalement, dans leur vie quotidienne. Donc, je présente mes meilleurs vœux à chacun et à chacune, que cette nouvelle année vous garde en bonne santé et vous apporte le bonheur et la satisfaction que vous recherchez au quotidien.